peu plus pour une gestion optimale du webinaire. Je vous propose aussi d'écrire vos questions dans le chat et en fin de présentation, je me permettrai de poser vos questions euh, à l'intervenante d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, nous allons parler des maladies cardiaques chez la femme et pour cela, nous allons accueillir le docteur Stamfeli, qui est cardiologue à l'hôpital de la Tour. Merci beaucoup, docteur. Je vous laisse la parole. Bonjour, merci beaucoup de m'avoir invité à parler aujourd'hui. L'idée, c'était de parler un petit peu de la spécificité féminine de la maladie cardiaque. C'est vrai qu'on en parle beaucoup maintenant et effectivement, bah, c'est peut-être un point sur lequel on essaie de sensibiliser un maximum le public actuellement. Euh, alors, attendez. Ah, mince. Ouais, voilà. Pardon. Donc effectivement, actuellement, la cause principale de décès chez les femmes, c'est les maladies cardiovasculaires. Elles représentent à peu près un tiers des décès sur le plan mondial. Et puis, comme je l'ai dit, c'est vrai que la sensibilisation, elle est souvent insuffisante. Euh, c'est vrai que si on demande même aux femmes, il y a à peu près que la moitié qui vont penser que c'est un problème cardiaque qui va être leur principale menace. Globalement, évidemment, c'est une maladie qui touche des millions d'hommes et de femmes, et donc aussi des millions de femmes. Le taux de mortalité, il est variable selon les pays. C'est vrai que dans nos pays, on est plutôt autour de 20%. En Amérique du Nord, d'après les derniers chiffres. En Inde, on avait des chiffres autour de 35% de décès féminins. Les statistiques, elles varient quand même selon les régions. C'est vrai qu'en Europe, on parle de plus de la moitié des décès dus aux maladies cardiovasculaires et donc en numéro un. Clairement, il y a des facteurs socio-économiques qui influencent cette prévalence, hein. Une fois de plus, dans des milieux qui sont moins favorisés, où l'éducation aussi globalement est moins bonne, c'est clair que le décès par maladie cardiovasculaire va être plus élevé. Pour en revenir aussi, et on a aussi l'effet un petit peu paradoxal où l'urbanisation va augmenter les risques du fait du changement aussi du style de vie, ou peut-être dans un mode de vie plus rural, on bougeait aussi beaucoup, l'alimentation aussi était plus saine. On passe souvent en ville à des modes de vie beaucoup plus sédentaires et avec des alimentations aussi plus riches en termes de lipides et de sucre, hein, avec beaucoup de junk food, surtout dans des milieux plus défavorisés. Alors, en Suisse, et en particulier à Genève, ben, on rejoint un peu les chiffres européens, hein. On est autour de 40-45% justement de décès dus aux maladies cardiaques chez les femmes. Pourquoi est-ce qu'on parle toujours un peu des spécificités féminines? C'est parce que la femme, en fait, elle a quand même une anatomie qui est différente et une physiologie qui est différente par rapport à celle de l'homme. Anatomiquement, les artères qui sont autour du cœur, hein, les artères coronariennes, elles sont plus petites, plus fines. Par contre, le flux à l'intérieur, en fait, le flux basal, il va être plus élevé. Si on fait des analyses avec certains examens radiologiques, on peut constater que globalement, le flux est plus élevé. Donc, en fait, il y a une sorte de stress, on va dire, plus important au niveau des artères, qui est paradoxalement probablement protecteur, en tout cas au départ, parce que on sait que c'est plutôt des flux qui sont lents, qui vont favoriser le dépôt des plaques de lipides. Et puis, on parle beaucoup justement aussi de l'œstrogène et du coup de la ménopause, puisqu'il y a un effet vasculaire favorable de l'œstrogène au niveau vasculaire, qui va plutôt augmenter, on va dire, la sorte de souplesse, si vous voulez, des artères, hein,
et qui va être protecteur, mais il y a aussi un paradoxe où on s'est rendu compte qu'après la ménopause, si on essaye de donner de l'œstrogène, ça va plutôt augmenter le risque cardiovasculaire. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est relativement paradoxal et qui peut être débattu. Néanmoins, en tout cas, lorsqu'on est jeune, c'est vrai qu'on a quand même l'impression que cette imprégnation oestrogénique est plutôt protectrice. Et lorsqu'on a après un développement progressivement au fil des années de la maladie coronarienne, on a constaté que chez les femmes, la forme de la plaque qui se dépose avec le cholestérol sur les artères du cœur, elle est différente de celle des hommes. On va plutôt avoir une plaque qui va être un peu plus diffuse dans tout l'arbre coronarien et souvent moins obstructive. Il y a quand même globalement moins de plaques que chez les hommes et de calcification. Et puis comme cause, c'est vrai que ben, l'arrêt cardiaque, où vous êtes appelé justement à travers ces Life, c'est souvent justement une thrombose de l'artère, thrombose coronarienne. Ça, chez l'homme, elle est le plus fréquemment due à une rupture de plaque, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une plaque qui se détache et ça va obstruer l'artère. Chez la femme, on est plus sur une érosion de plaque, en fait, et plus qu'un détachement, une rupture de plaque. Donc, il y a clairement des différences entre les hommes et les femmes, aussi en termes d'hormones sympathiques, puisque le taux basal aussi sympathique est plus élevé chez la femme. Après, on partage quand même beaucoup de facteurs de risque communs. En particulier, il y a l'hypertension, qui est un facteur majeur qu'on essaye de prévenir. Les femmes sont plus, une fois qu'elles ont des facteurs de risque, elles vont développer plus rapidement des problèmes. Elles sont 3 fois plus à risque si elles sont hypertendues. Et pareil, en fait, pour le diabète, où le risque de maladie cardiaque chez les femmes, il augmente énormément, en fait, du moment où on a un diabète. On parlait des hormones. Justement, avec la ménopause, on rejoint en fait un peu la courbe masculine et donc le risque cardiovasculaire va augmenter. On pense que c'est dû à la baisse des oestrogènes, même si la substitution oestrogénique n'est pas bénéfique sur le plan cardiovasculaire d'après les différentes études qui ont été menées. Lors de la vie d'une femme, peut y avoir des grossesses et puis les complications pendant ces grossesses, elles peuvent être des indicateurs précoces d'une tendance à développer des maladies cardiovasculaires. En particulier la prééclampsie, qui elle, donc c'est une maladie qui survient après la 20e semaine de grossesse, à partir du 2e trimestre et qui va être manifestée par de l'hypertension et puis des protéines dans les urines. C'est pour ça que les femmes enceintes sont suivies de près et sont testées régulièrement. Et on sait que les personnes qui ont eu ces problématiques de prééclampsie ont un risque qui est presque doublé par rapport au reste des femmes pour une maladie cardiaque dans le futur. Alors, globalement, pour les femmes, lorsqu'elles ont un infarctus, et c'est ça aussi qui fait une différence entre les hommes et les femmes, c'est que l'âge globalement est plus avancé que chez les hommes. Ça va survenir plus tardivement. Et puis, lorsque ça survient, les femmes chez qui ça survient, elles sont globalement plus malades. C'est-à-dire qu'elles seront plus souvent déjà avec une hypertension, avec un diabète, avec une insuffisance cardiaque, du cholestérol, voire même une arythmie comme la fibrillation auriculaire. Et lorsque ça survient chez des femmes qui sont jeunes, on constate en fait que c'est des personnes qui ont un état de santé qui est clairement moins bon que chez l'équivalent masculin du même âge. Des personnes qui ont des problèmes de santé physique, mais aussi des santé mentale. Et puis, chez les femmes justement jeunes, avant la ménopause, le risque lié au tabac est nettement plus élevé que chez les hommes. Euh,
Et ça, c'est quelque chose qui est apparu surtout avec les femmes qui ont commencé de plus en plus à fumer et on se rend compte qu'elles sont quand même plus sensibles au tabac. Et surtout, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est l'importance de l'histoire familiale, qui est aussi importante chez les hommes, mais c'est vrai que chez la femme, surtout s'il y a une histoire maternelle, donc déjà des problèmes cardiaques chez la maman, ça va être d'une grande importance après pour le facteur de risque de développer une maladie aussi dans la descendance. Et là, si on regarde au travers des âges, hein, donc, pendant l'adolescence, le risque, c'est plutôt un risque augmenté s'il y a une histoire familiale. C'est-à-dire qu'on doit commencer à savoir un petit peu ce qui se passe autour. C'est pareil pour la jeune adulte. Est-ce qu'on fait partie d'une famille où il y a beaucoup de problèmes cardiaques? C'est vrai que j'ai des fois des patientes hein, qui me racontent que dans leur famille, étant donné que le papa ou la maman avait des gros problèmes cardiaques, ils ont toujours vécu dans l'idée d'une prévention avec, depuis leur enfance déjà, une sensibilisation importante sur l'alimentation, sur l'activité physique et la problématique cardiaque parce que c'est quelque chose de très fort dans la famille. Et effectivement, ce qui est important, et ça va aussi jouer pour la prévention, c'est que dès l'adolescence, dès l'enfance, on commence à habituer et à sensibiliser les personnes sur une alimentation la plus équilibrée possible et aussi l'importance de l'activité physique à inscrire dans les habitudes quotidiennes. Pareil pour la jeune adulte. Après, pour les femmes qui ont une grossesse, c'est vrai que toute la question, c'est est-ce qu'elles ont eu une hypertension pendant la grossesse? Est-ce qu'il y a eu un diabète pendant la grossesse? Voire même, y a-t-il eu une prééclampsie? Et c'est vrai que si on a eu ce genre de suivi d'événements, hypertension, diabète, prééclampsie, le risque futur va être augmenté. Après, pour la ménopause, pour les femmes qui ont une ménopause précoce, avant 45 ans, le risque aussi va être plus augmenté. Et puis, ce qui va être important après, tout au long de la vie d'une femme, après la ménopause, c'est d'avoir vraiment conscience de ces facteurs de risque cardiovasculaires et d'une part, pour celles qui n'ont jamais rien eu encore, vraiment de faire de la prévention, du dépistage, et pour celles qui ont déjà des facteurs de risque, d'avoir un traitement de ces facteurs de risque cardiovasculaires, que ce soit par un style de vie ou bien par des médicaments si nécessaire. Par rapport aux symptômes, on en parle aussi souvent beaucoup que les femmes, elles n'ont pas les mêmes symptômes que les hommes lorsqu'elles font un infarctus. Alors, c'est vrai, mais il faut quand même être conscient que, disons, dans plus de 80% des cas, ça reste quand même des symptômes typiques, avec cette douleur, cette oppression thoracique hein, qu'on décrit et auquel on sensibilise les personnes. Après, il y a plusieurs choses qui sont beaucoup plus atypiques, comme des douleurs dans le dos, des nausées, des sensations de fatigue. Euh, c'est difficile des fois de faire une distinction hein, entre des choses graves ou pas. Il y a eu, ça c'est un poster canadien pour justement sensibiliser les femmes et leur entourage sur les symptômes potentiels d'un infarctus. C'est vrai que c'est très difficile parce qu'étourdissement ou vertige, ou bien un peu d'arythmie, des battements de cœur irréguliers, ou un essoufflement, ou une sensation de fatigue, des fois, ça peut être dû à tellement de choses que est-ce qu'on doit vraiment s'inquiéter qu'on fait un infarctus? Même, je dirais, pour votre médecin, ça va être très difficile de faire la part des choses. Mais c'est quand même important d'y être sensibilisé, de se dire que ce n'est pas que la douleur thoracique ou l'inconfort dans la poitrine qui peut être une manifestation et qu'il peut y avoir d'autres symptômes. Surtout chez les femmes qui auront tendance à attribuer ces symptômes à des causes plutôt non cardiaques, comme un reflux ou bien du stress ou de l'anxiété.
Et on s'est rendu compte que les femmes vont appeler beaucoup moins souvent l'ambulance, les secours lorsqu'elles ressentent en fait des symptômes que chez des hommes. Parce que probablement, il y a quelque part cette idée que ça arrive moins souvent chez la femme que chez l'homme. Alors, c'est vraiment, je pense, un volet de prévention qui est quand même extrêmement important. Euh, c'est clair que l'exercice physique, hein, il y a régulièrement des émissions, des campagnes télévision ou de santé publique, hein, justement pour sensibiliser les personnes à l'importance de l'exercice physique régulier, surtout dans nos sociétés où on a tendance à être de plus en plus sédentaire. Euh, L'alimentation aussi est évidemment très importante, avec des régimes de type méditerranéen, et puis surtout riches en fait en fruits, en légumes, en grains, et d'éviter justement des graisses animales qui sont évidemment moins bonnes pour les artères. D'autre part, à partir de 45 ans, c'est vrai qu'on recommande quand même de faire un dépistage. Alors, quand on dit dépistage, ça ne veut pas dire de faire beaucoup de choses, hein. C'est simplement de consulter une fois son médecin traitant pour contrôler la tension artérielle, si ça n'a pas été fait auparavant, et peut-être de faire un bilan sanguin pour voir un petit peu où on en est au niveau du dépistage du diabète, du dépistage du cholestérol, et disons d'avoir une idée un petit peu de sa constellation, on va dire, à risque. Et ça implique pas forcément et de loin pas un examen chez un spécialiste cardiologue dans le cadre du dépistage. Alors, les anglo-saxons, ils parlent toujours de l'ABC, justement, du dépistage, et puis ils disent qu'il faut connaître son ABC, c'est-à-dire que le A, c'est pour l'hémoglobine A1C, qui est l'abréviation pour une hémoglobine qu'on appelle glyquée, c'est-à-dire que lorsque le taux de sucre dans le sang est élevé, en fait, il y aura autour de l'hémoglobine aussi du sucre qui va se fixer, et puis c'est ça qu'on peut doser. Et l'avantage de cette hémoglobine glyquée, c'est que c'est un reflet du taux de sucre moyen sur les 2, 3 derniers mois et pas juste du jour même. Donc c'est quelque chose qui sert beaucoup maintenant pour le dépistage du diabète. D'autre part, B pour blood pressure, pour la tension artérielle, donc essayer d'avoir une fois mesuré la tension artérielle. Et puis C pour le cholestérol, être sûr qu'on ne fait pas partie d'une famille ou d'une constellation génétique avec des taux de cholestérol qui sont extrêmement élevés. On sait qu'avec l'âge, malheureusement, le taux de cholestérol va progressivement augmenter. C'est le foie qui fait principalement le cholestérol. Euh, on parle beaucoup du régime, mais c'est vrai que c'est à peu près 3/4 du cholestérol, il est fabriqué directement par le foie. Et certaines familles ont une tendance à faire beaucoup de cholestérol génétique, mais il est vrai que avec les années, et on ne sait pas exactement pourquoi, petit à petit, il y a des modifications métaboliques qui font que le foie a tendance à synthétiser plus de cholestérol, en particulier plus de mauvais cholestérol. Alors, on peut avoir quand même un effet favorable de l'activité physique, du régime là-dessus, mais ce n'est pas toujours facile, hein. Alors, quand est-ce qu'il faut qu'on mesure sa pression artérielle? À quelle fréquence? Euh, une fois de plus, si dans la famille, il y a une histoire familiale de problèmes cardiaques ou d'hypertension, ça vaut la peine, à partir de 40 ans, d'avoir une mesure et d'être quand même sûr qu'on n'a pas soi-même une hypertension. Souvent, c'est fait par le gynécologue pour les femmes, hein. Il joue un rôle très important justement dans la prévention. Et ça, d'autant plus si on a une hypertension durant la grossesse. Après, aussi également, les femmes qui ont une prééclampsie, donc ce problème d'hypertension et de protéines dans les urines durant la grossesse, elles doivent contrôler leur tension artérielle après la grossesse, qui ne va pas complètement résoudre en fait la problématique et qui, des fois, va simplement démasquer en fait un problème cardiovasculaire.
Sinon, pour les femmes qui n'ont jamais eu de problème et qui n'ont pas un profil familial à risque, on propose plutôt de faire le dépistage à partir de 50 ans ou disons à partir de la ménopause. Si on a eu une fois un événement cardiaque, à ce moment-là, on parle de prévention secondaire. Et dans ces cas-là, on dit, eh bien, il faut contrôler les facteurs de risque. Alors, pour le contrôle des facteurs de risque, tout dépend si c'est du diabète, si c'est de l'hypertension. C'est sûr que sur un facteur de risque comme l'anamnèse dans la famille, donc l'histoire familiale, on ne pourra rien faire. Par contre, tout ce qui est tabac, cholestérol, hypertension, diabète, c'est tous des facteurs de risque, sédentarité, c'est toutes des choses sur lesquelles on peut agir. Et on voit que c'est un effet clair en fait sur un risque de récidive, hein, donc qu'il y ait un nouvel événement qui survienne. Et c'est très différent entre les personnes qui n'ont jamais rien eu et où on est en prévention, comme on dit, primaire, et les personnes qui ont déjà eu un événement cardiaque, qui ont déjà eu affaire en fait peut-être à des stents cardiaques, à une chirurgie cardiaque, pour lequel il y a un risque que ça revienne et c'est très important pour éviter que ça revienne de faire une prévention assez agressive. Alors, une fois qu'on a eu un événement, on propose souvent, et la plupart du temps, une réadaptation cardiaque, qui est vraiment quelque chose de crucial hein, pour la récupération. Clairement, il y a un effet favorable sur la mortalité hein, des programmes de réadaptation cardiaque. Ça aide surtout à retrouver une vie normale après un événement. Et on voit en fait que chez les femmes, le fait d'avoir eu un événement cardiaque est quand même très important sur le plan psychologique. Même le développement et les infarctus hein, chez la femme peuvent être beaucoup plus souvent déclenchés par des grands stress psychologiques ou physiques. Et on voit même qu'après, pour la récupération, tout cet aspect est aussi très important. Il peut y avoir des personnes qui vont développer des dépressions après une crise cardiaque et dans les programmes de réadaptation, il y a toujours un suivi aussi avec une psychologue qui peut détecter des personnes qui seront plus à risque et à qui on va proposer peut-être un suivi plus personnalisé à la fin du programme de réadaptation cardiaque général. Et puis, l'éducation, c'est quand même quelque chose de très important, donc d'informer les personnes, ben, comme on le fait peut-être maintenant, hein, de sensibiliser les femmes. Il y a eu beaucoup d'articles aussi dans les journaux ces 2, 3 dernières années sur la problématique du cœur et de la femme. Les gynécologues aussi font énormément de prévention et c'est vrai que c'est quelque chose qui permettra sans doute de sensibiliser plus autant les patients que leur entourage, que les soignants aussi. Pour ça, évidemment, il y a toujours des programmes aussi communautaires. C'est vrai que des associations comme Save a Life jouent aussi un rôle très important. On a en Suisse la chance d'avoir une fondation qui s'appelle la Fondation suisse de cardiologie, qui est quand même assez active, qui fait régulièrement des campagnes de sensibilisation. Pas forcément toujours pour l'arrêt cardiaque ou la maladie coronarienne, mais ça, il y avait une campagne de sensibilisation, par exemple, aussi pour l'insuffisance cardiaque qui était passée à la télé il y a quelques années. Ils soutiennent aussi des groupes de maintien cardiovasculaire régionaux, c'est-à-dire que après un événement cardiaque et après qu'on ait fait le programme un peu de réadaptation cardiaque juste après l'événement, il y a des groupes de maintien pour continuer en fait à exercer les gens et à motiver les gens à faire une activité physique. Selon les régions, les groupes sont plus ou moins actifs. Ce qui est sûr, c'est qu'on a encore beaucoup de progrès à faire en termes de prévention. Je pense notamment à une prévention auprès des jeunes, puisque c'est là où on commence. Ça va avec l'initiative aussi pour le tabac, que la Société suisse de cardiologie, justement,
avait soutenu pour éviter des campagnes publicitaires de tabac chez les jeunes. On est quand même étonné des fois d'un côté assez permissif du tabagisme encore en Suisse et surtout auprès des jeunes. Maintenant, il y a aussi toute la problématique des cigarettes électroniques. On connaît encore mal les risques, mais c'est quelque chose auquel on est sensible. Et puis, tout le côté du surpoids, de l'obésité chez les jeunes, l'alimentation qui doit être revue. Et il est vrai que dans les écoles, il y a certes de la sensibilisation, mais elle est encore très peu présente. Et c'est vrai que autant pour augmenter l'activité physique et, disons, sans aller dans des extrêmes, mais disons d'essayer d'inscrire une activité physique régulière et de montrer l'importance aux jeunes d'avoir cette activité physique et puis aussi par rapport à l'alimentation, l'importance de l'alimentation, du junk food au long terme et des conséquences qu'il peut avoir, ça c'est toutes des choses qui pour finir ont encore beaucoup de marge de progression, je pense, dans notre société. Donc, en conclusion, clairement, la maladie cardiaque, hein, ça reste une menace majeure et la cause de décès principale hein, pour les femmes dans le monde, y compris à Genève et en Suisse. Il y a des facteurs de risque qui sont communs à tous les genres, mais c'est vrai que pour les femmes, on a quand même certaines particularités qui nécessitent une approche spécifique. On a encore des progrès à faire par rapport au diagnostic, au traitement spécifique. Surtout, la plupart des études qui ont été faites hein, sur les traitements et sur les moyens diagnostiques ont été faites sur des cohortes qui étaient principalement masculines. Euh, et il est vrai que la sous-représentation féminine dans les études fait que on a encore beaucoup de choses à apprendre. C'est un gap qui est progressivement comblé. La sensibilisation, l'éducation, évidemment, sont quelque chose de très important et d'enlever l'idée que la maladie cardiovasculaire, c'est quelque chose d'essentiellement masculin de la tête des gens, c'est pas toujours évident. Et puis, on peut que encourager vraiment à adopter le plus possible un mode de vie actif, avec une activité physique régulière, de pouvoir faire un peu attention aussi au régime, et puis probablement une gestion aussi du stress, hein, qui n'est pas évidente dans les sociétés, enfin dans la société qu'on vit. Surtout, je pense, par rapport aux femmes. C'est vrai que je vois beaucoup de femmes, disons, d'âge moyen, un peu avant la ménopause, entre 40, 50 ans ou 60 ans, après la ménopause. C'est des âges qui sont extrêmement sensibles parce que les femmes ont souvent beaucoup, beaucoup de choses, de responsabilités dans leur vie à la fois d'un point de vue professionnel, c'est là où souvent les challenges sont les plus grands, ou même c'est pareil, disons, dans une carrière, hein, c'est souvent des âges où les femmes aussi ont accédé peut-être à des postes plus à responsabilité et donc plus de stress aussi. Et puis, parallèlement à ça, il y a la famille avec les enfants, dont les femmes sont souvent quand même les premiers répondants, interlocuteurs, même si l'homme, évidemment, a une part très importante, mais c'est vrai que quand même, quand on regarde autour de soi, la charge sur la femme reste souvent plus importante pour la gestion familiale. Et puis, s'ajoute à ça souvent la gestion après des parents. C'est-à-dire qu'il y a à la fois les enfants et les parents, donc les grands-parents, et souvent on se retrouve en fait à être en sandwich en fait entre les générations et à devoir gérer beaucoup de choses. Et c'est un âge, je pense, qui est pas facile où les femmes devraient prendre le temps de pouvoir s'occuper d'elles et surtout de leur santé.
mais qui, pour finir, n'ont pas le temps ou, disons, ne peuvent pas prendre le temps ou ne prennent pas le temps de faire ce dépistage et de prendre un petit peu soin de leur santé. Alors que c'est probablement un âge où c'est ça qui est très important. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. On peut passer, je ne sais pas si vous avez des questions. Merci beaucoup pour cette présentation très riche et très intéressante. J'ai effectivement dans les facteurs influençants ou aggravants, est-ce que la prise de pilule est considérée comme aussi aggravant au même titre que ou au même niveau que le tabac? Non, alors la prise de pilules contraceptives n'est pas considérée comme étant à risque. Enfin, elle met à risque en fait pour faire des événements thromboemboliques, c'est-à-dire que elle va pas favoriser un développement de la maladie coronarienne, hein, ça on l'a jamais mis en évidence. Par contre, c'est vrai que elle peut favoriser des événements comme des thromboses veineuses ou des embolies pulmonaires. Donc c'est là où il faut être attentif. Mhm. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que parmi les personnes, est-ce que vous avez des questions? Je ne vois pas dans le chat, mais peut-être que vous pouvez poser vos questions directement si vous le souhaitez. Je ne sais pas si on m'entend. N'hésitez pas à poser directement vos questions. J'ai une question. Je vous la lis. Est-ce que la sensibilisation au risque cardiovasculaire chez la femme est suffisante durant les études médicales afin de motiver les recherches? Je pense que c'est quelque chose qui vient maintenant. C'est des choses très récentes, hein, et c'est vrai que euh, actuellement, il y a vraiment un regain d'intérêt pour tout ce qui est cardiovasculaire et la femme. Et puis, on voit dans les congrès aussi cardiovasculaires hein, qu'il y a beaucoup de topics, de sujets hein, autour de la femme et de la maladie cardiovasculaire. Et durant les études, alors, disons, actuellement, il y a une sensibilisation qui est faite, même si elle est probablement pas encore suffisante. Et ça dépend beaucoup, je pense, des enseignants et des hôpitaux qui enseignent. Il y a probablement des grandes disparités régionales. Mhm. D'accord. Merci beaucoup. J'ai une autre question. Est-ce qu'il ne serait pas préférable aussi d'impliquer les gynécologues dans ce dépistage? Alors, ils sont impliqués, hein, et souvent, c'est même eux qui nous contactent pour qu'on pousse un peu plus loin ou qu'on prenne en charge des patientes. Parce qu'effectivement, c'est eux qui voient régulièrement les patientes. Souvent, bah, quand on est jeune, on est en bonne santé et on ne va pas chez son médecin traitant. Par contre, on va chez son gynécologue régulièrement. Et du coup, ils sont vraiment impliqués là-dedans. Et d'ailleurs, je sais que, enfin, ici, à l'hôpital La Tour, on a des gynécologues qui organisent aussi régulièrement des séminaires qu'on fait conjointement avec elles sur le dépistage, la prévention cardiovasculaire. Mm. D'accord. Merci beaucoup. Je regarde une dernière fois s'il y a des questions avant de terminer ce webinaire. Non, nous n'avons pas de questions supplémentaires. Je vous remercie pour cette nouvelle vision et puis surtout de nouvelles éléments intéressants sur la maladie cardiaque. Alors là, j'ai plein de petits messages. Merci, merci, merci beaucoup pour la conférence. Oui, Voilà, merci beaucoup. Ça arrive. mais de rien, avec plaisir. Merci à vous pour votre attention Merci et pour l'invitation. et Merci, hein. merci. Belle journée à tout le monde. Et puis à bientôt pour une nouvelle activité de webinaire Save a Life à la rentrée. On vous en parlera. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir.